24 septembre 2021. Un homme de 59 ans reçoit un appel téléphonique. La justice le convoque pour un simple prélèvement ADN. Il fait partie d'une liste de 750 anciens gendarmes. Il ne s'y rend pas. Il quitte son domicile le jour même. 5 jours plus tard, on le retrouve mort dans un appartement loué au bord de la mer, à côté d'une lettre où il se décrit comme un grand criminel. Le lendemain, son ADN correspond à des traces recherchées depuis 35 ans. Cet homme s'appelle François Vérove, et pendant ces 35 années, il n'a pas échappé à la police. Il en faisait partie. Il faut revenir au printemps 1986, à Paris. Le 7 avril, dans le 13e arrondissement, une fillette de 8 ans monte dans l'ascenseur de son immeuble pour aller à l'école. Un homme s'y trouve. Il l'entraîne à la cave, l'agresse et tente de l'étrangler avec un cordon. Il la croit morte et s'enfuit. Elle survit. Elle prévient les secours, elle donne une description. Moins d'un mois plus tard, le 5 mai 1986, au 116 rue Petit, dans le 19e arrondissement, Cécile Bloch prend l'ascenseur pour aller à l'école. Elle a 11 ans. Le même homme y est. On retrouvera son corps le jour même, dans une pièce du sous-sol de l'immeuble, enroulée dans un tapis. Elle a été violée et tuée. Plusieurs personnes ont croisé un inconnu dans le hall ce matin-là. Parmi elles, les parents de Cécile et son demi-frère. Tous décrivent la même chose, un homme jeune, au visage marqué de cicatrices d'acné. C'est ce détail qui donne naissance au portrait robot. Et c'est ce portrait robot qui donne à l'affaire le nom sous lequel la France entière la connaîtra pendant 35 ans. Le grêlé, retenez ce visage dessiné. Il va être diffusé, réimprimé, affiché, republié pendant 3 décennies. Et pendant tout ce temps, l'homme qu'il représente va continuer à travailler dans les forces de l'ordre. 11 mois passent. Le 28 avril 1987, dans le Marais, on découvre 2 corps dans un appartement. Gilles Politi, 38 ans, mécanicien chez Air France, et Irmgard Müller, une jeune fille au père allemande employée par la famille. Les 2 ont été torturés avant d'être tués. Je ne vais pas décrire ce qu'on leur a fait. Ce qui compte, c'est que le mode opératoire est méthodique, qu'il prend du temps et qu'il suppose que l'agresseur se sentait parfaitement en sécurité dans cet appartement. Dans le carnet d'adresse d'Irmgard Müller, les enquêteurs trouvent un nom, Élie Loringe. Ce nom n'existe pas. Il ne figure dans aucun registre d'état civil français. C'est un pseudonyme. L'adresse qui l'accompagne mène à d'anciens bureaux du 13e arrondissement. Autrement dit, l'homme s'était construit une identité avec un nom et une adresse pour approcher sa victime. Ce n'est pas une pulsion, c'est de la préparation. Et 6 mois plus tard, il y a une scène qui, rétrospectivement, contient toute l'affaire. 27 octobre 1987, une adolescente de 14 ans rentre du lycée. Un homme l'aborde dans la rue. Il lui dit qu'il est policier et qu'il a besoin de l'interroger dans le cadre d'une enquête. Elle le fait entrer chez elle, il la menotte et la viole. Puis, il cambriole l'appartement et repart. Arrêtez-vous une seconde sur ce détail, parce que c'est le cœur de tout ce qui va suivre. Il n'a pas eu besoin de forcer une porte. Il n'a pas eu besoin d'armes. Il a dit 3 mots. « Je suis policier ». Et une porte s'est ouverte. Les années suivantes, le même mode opératoire réapparaît. Le 6 juin 1990, Gilbert Gaudry, 43 ans, dessinateur industriel, est retrouvé attaché à un arbre dans un bois de Saint-Aubin, dans l'Essonne, tué d'une balle dans la tête. C'est son chien qui donne l'alerte en aboyant. L'assassin a volé sa voiture et son chéquier, et s'en est servi pour payer des repas, un magnétoscope, une moto d'occasion. Plusieurs commerçants raconteront la même chose. Pour faire passer les chèques, l'homme leur a présenté une carte de gendarmerie. Et le 29 juin 1994, à Mitry-Mory, une fillette de 11 ans qui roule à vélo le long d'une voie ferrée est abordée par un homme qui lui demande de monter dans sa voiture sous prétexte de l'emmener au commissariat. Il la conduit à plus d'1 heure de là, dans une ferme abandonnée à Saclay. Il la libère vivante. Saclay. Retenez ce nom aussi. Il y a à cet endroit
un centre de formation de la gendarmerie. Alors à ce stade, faites le compte avec moi, comme les enquêteurs l'ont fait. L'homme se présente comme policier. Il utilise des menottes. Il porte un talkie-walkie. Il emploie le jargon des forces de l'ordre. Il exhibe une carte de police ou de gendarmerie. Il connaît les procédures d'enquête assez bien pour ne jamais laisser ce qu'il ne faut pas laisser. Il frappe autour de sites liés à la gendarmerie. Les policiers de la brigade criminelle en tirent la seule conclusion possible. Et ils la tirent dès les années 90. Le tueur qu'ils cherchent est l'un des leurs. Et maintenant, je vais vous raconter ce que faisait cet homme pendant qu'il le cherchait. En 1983, François Vérove monte à Paris et entre dans la gendarmerie nationale. Il sert comme motocycliste à la garde républicaine, c'est-à-dire dans l'unité qui escorte les cortèges officiels de la République. En 1988, il quitte la gendarmerie pour la police nationale. Il est affecté en région parisienne. Il y fera toute sa carrière jusqu'à sa retraite en 2019. 36 ans en uniforme. Ce n'est pas un homme discret ou effacé. Il est délégué syndical. Un ancien collègue le décrira comme un monsieur tout le monde. Il construit lui-même la maison de sa famille en Seine-et-Marne. Il descend ensuite dans le sud. En 2019, il est élu conseiller municipal d'une commune de l'Hérault. Et la même année, il passe à la télévision. Sur France 2, dans un jeu de l'après-midi. L'animateur lui demande, comme à tous les candidats, ce qu'il faisait dans la vie. Il répond qu'il était policier à Paris et qu'il veillait sur la sécurité des promeneurs dans un parc. Il dit ça en direct, sur une chaîne publique, à une heure de grande écoute familiale, 33 ans après la mort de Cécile Bloch, alors que son portrait robot circule encore. Ce n'est pas un homme qui se cachait. C'est un homme qui avait réussi à devenir invisible en restant parfaitement à sa place. Alors comment l'a-t-on trouvé ? Pas par un aveu, pas par une dénonciation, par un travail d'archives et par une décision administrative que personne n'avait osé prendre avant. D'abord, il a fallu relier les dossiers entre eux. En 2001, 15 ans après le meurtre de Cécile Bloch, l'ADN prélevé dans l'affaire du Marais est comparé à celui du 19e arrondissement. Les deux correspondent. Pour la première fois, on sait qu'un seul homme est responsable de plusieurs dossiers qui dormaient séparément. Mais avoir l'ADN d'un inconnu ne sert à rien tant qu'on n'a personne à qui le comparer. Il faut attendre 2014 pour qu'une juge d'instruction, Nathalie Turquet, reprenne le dossier. Et 2021 pour qu'elle prenne la décision qui va tout débloquer. Elle demande la convocation de 750 anciens gendarmes ayant servi en Île-de-France à l'époque des faits. 750 hommes convoqués pour un prélèvement salivaire. Il faut mesurer ce que ça représente. Convoquer 750 membres des forces de l'ordre pour un test ADN, c'est acter officiellement que le principal suspect d'une série de meurtres d'enfants se trouve à l'intérieur de l'institution. Ce n'est pas seulement lourd à organiser, c'est lourd à assumer. François Vérove reçoit sa convocation le 24 septembre 2021. Il ne s'y présente jamais. Il quitte son domicile, loue un appartement au Gros du Roi et met fin à ses jours le 29 septembre par absorption d'alcool et de barbiturique. Dans la lettre qu'il laisse à sa femme, il reconnaît être un grand criminel. Il parle de pulsions. Il dit les avoir maîtrisées en fondant une famille. Et il écrit une phrase précise qui est aujourd'hui le vrai sujet de cette affaire. Il écrit qu'il n'a plus rien fait depuis 1997. Réfléchissez à ce que ça implique. Les faits pour lesquels il était recherché s'arrêtaient en 1994. En écrivant qu'il n'a plus rien fait après 1997, il ne se disculpe pas. Il ajoute 3 années. Il reconnaît, sans les nommer, des faits que personne ne lui attribuait. Le 1er octobre 2021, le parquet de Paris confirme la correspondance ADN. 35 ans après le meurtre de Cécile Bloch, l'affaire du grêlé a un nom. Mais elle n'est pas refermée, elle est en train de s'ouvrir, parce que, depuis sa mort, les enquêteurs font ce qu'ils n'avaient jamais pu faire. Ils reprennent les dossiers non élucidés de la région parisienne et ils les comparent
à ce qu'ils savent de lui. Le 6 juin 1990, Gilbert Gaudry avait été tué d'une balle de Mac 50, le pistolet de service des gendarmes, jusqu'en 1989. Un Mac 50 a été retrouvé chez Vérove après son suicide. En mai 2025, les tests balistiques ont établi que la balle qui a tué Gilbert Gaudry provenait bien de cette arme. Et en janvier 2026, une expertise graphologique a conclu que c'était l'écriture de François Vérove sur les chèques volés à la victime. 36 ans après les faits, un 6e meurtre lui est attribué. D'autres dossiers sont examinés. Des noms circulent, portés par les familles et par les avocats, des femmes, des fillettes, disparues ou tuées en région parisienne entre 1987 et 1994. Certaines de ces pistes n'aboutiront pas. Selon des enquêtes journalistiques publiées en 2022, les investigateurs travaillaient sur une trentaine de victimes potentielles, dont 9 meurtres. Rien de tout cela n'est établi, et surtout, plus rien ne peut l'être devant un tribunal, puisqu'il n'y aura jamais de procès. C'est ce qui reste à la fin, et c'est ce que je voudrais vous laisser. Il n'y a pas eu de verdict. Il n'y a pas eu de débat, pas de témoins à la barre, pas de famille autorisée à parler devant une cour. Le seul document où François Vérove reconnaît quelque chose est une lettre écrite pour sa femme, dans une chambre louée, avant de mourir. Les proches de Cécile Bloch ont attendu 35 ans un nom. Ils l'ont obtenu au moment exact où il devenait impossible d'obtenir autre chose. Et il reste la question que sa dernière phrase a ouverte et que personne ne peut refermer. Il a écrit qu'il n'avait plus rien fait depuis 1997, ce qui veut dire qu'avant 1997, il a fait des choses dont nous ne savons rien.